Bonsoir Olivier. Bonsoir. C'est le thème de votre édito parce que c'est vrai, il y a un an, les primaires socialistes avaient apporté une bouffée d'air, d'air neuf dans le fonctionnement de la vie politique. Même l'UMP avait fini par reconnaître leur réussite. Maintenant, après, voilà, les deux partis politiques qui se retrouvent empêtrés dans des contestations internes. Finalement, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Ben oui, même au PS, voyez-vous, la rénovation, elle avait été impulsée par Arnaud Montebourg et adoptée sous l'autorité de Martine Aubry. C'était en juillet 2010, et c'est là qu'avait été décidé un certain nombre de choses. Les primaires, dont vous venez de parler, ça a été incontestablement une réussite. La parité totale, c'est également un succès, mission accomplie. Le non-cumul des mandats, là on voit bien que déjà ça renacle, et ça va sans doute se faire, mais dans la difficulté. Et puis, pour éviter que ne ressurgissent les magouilles qui avaient pourri les congrès de Rennes, du Mans et de Reims, avait été décidé le nouveau mode de désignation du premier secrétaire. Alors, ce mode de désignation, il est très précis. J'ai noté, seuls peuvent se présenter le premier signataire des deux motions qui seront arrivées en tête au premier tour du scrutin. Oui, ça paraissait logique. Seulement, comme toujours, le diable se cache dans les détails, parce que les militants qui ont accepté ces règles n'avaient pas imaginé que dans leur parti, après un succès à la présidentielle, c'est la discipline qui prévaudrait. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la motion ultra-majoritaire là, qui va être signée, présentée et co-signée par Martine Aubry et par Jean-Marc Ayrault. Évidemment, elle va rafler la quasi-totalité des suffrages. Qu'est-ce qui va se passer donc? Eh bien, le futur premier secrétaire, ça va être celui que Martine Aubry, dans la majesté de sa fonction, va désigner comme étant le premier signataire de la motion. C'est elle qui va décider. Les militants auraient pu en choisir un autre, mais ce n'est pas eux qui pourront le faire. Et le sens de la discipline, du coup, il s'instaure à tous les niveaux au Parti socialiste. Ben oui, parce que cette semaine, on a vu Jean-Marc Ayrault, un peu comme un prof chahuté, qui dit « ça suffit » à l'attention des ministres qui ont tendance à l'ouvrir un peu trop. Et puis Bruno Le Roux, qu'on vient de voir tout à l'heure, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, dit « je ne veux voir qu'une seule tête » à l'adresse des députés PS qui pourraient être tentés de voter contre le traité européen. Alors, vous voyez, la Convention de rénovation socialiste avait écrit « Nous préférerons toujours, un parti qui débat un appareil aux ordres ». Eh ben, c'est pas ce qui se passe. Et l'ancien député PS, Jean-Jacques Kéran, aujourd'hui président de la région, président socialiste de la région Rhône-Alpes, dit « je voudrais quand même pas qu'on en arrive à un processus à la mode nord-coréenne ». Alors là, on s'est occupé du Parti socialiste, mais le vent du renouveau, il ne souffle guère sur l'UMP en ce moment. Oui, non, c'est-à-dire que l'UMP, elle vit avec des statuts qui ont été rédigés quand elle a été créée, c'est-à-dire au début des années 2000, et manifestement, ces statuts avaient été écrits pour empêcher une multiplicité de candidatures, parce que, vous voyez, pour être candidat, il faut obtenir le parrainage d'au moins 3% des militants. Et pour obtenir ce parrainage, il faut connaître les militants, avoir accès aux fichiers, ce qui n'est pas toujours facile. Et quant aux militants, pour qu'ils parrainent, on leur propose une procédure draconienne, assez difficile à remplir. Bref, pour parrainer, il faut vraiment le vouloir. Alors, avec toutes ces procédures, ceux qui voudraient apparaître, qui voudraient bousculer un peu les caciques que sont Jean-François Copé et François Fillon, je veux parler par exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Bruno Le Maire, voire d'Henri Guénaud, tout cela, ils vont être gentiment invités à rester dans leur box.